Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la matière pour suivre le parcours assez incroyable de deux éléments qui façonnent notre monde moderne, de la simple roche jusqu'au rotor qui fait tourner notre avenir. Alors, petite question pour commencer. Si on oublie un instant les logiciels, et même l'électricité en tant que concept, c'est quoi la force physique, la force brute qui fait vraiment tourner la machine de notre monde? La réponse est peut-être plus terre-à-terre qu'on ne le pense. Eh bien, la réponse, c'est le métal. Et pas n'importe lequel, des métaux spécifiquement conçus. Ce sont eux le cœur battant de nos voitures électriques, de nos éoliennes, de nos robots. Sans eux, tout le monde numérique et électrique s'arrête net. On peut vraiment les voir comme ça. Ce sont les héros méconnus, les moteurs puissants mais invisibles qui se cachent au plus profond de nos machines les plus avancées. Allez, rentrons dans le vif du sujet avec le premier de ces matériaux, le super-aimant. Un objet qui a l'air tout simple, mais dont les propriétés sont presque magiques. Et sa fabrication, vous allez voir, ça ressemble à de l'alchimie moderne. On va donc suivre ensemble le processus de création assez fou d'un aimant aux terres rares, plus précisément un aimant au néodyme, depuis la mine jusqu'à sa puissance finale. Alors, ce voyage se fait en 5 grandes étapes. On a d'abord l'extraction, puis la création d'un alliage, un alignement atomique, le frittage et pour finir une étape qu'on appelle l'éveil. Et ce qui est fascinant, c'est que chaque étape est un mélange de force brute et de contrôle microscopique pour transformer un minerai en une source de puissance hyper concentrée. Bon, tout commence par une fusion, et pas des moindres. On prend du néodyme, du fer et du bore et on les chauffe à plus de 1300 degrés Celsius. Et tout ça se passe dans un four sous vide, c'est crucial, pour empêcher la moindre trace d'oxygène de contaminer le mélange. C'est comme ça qu'on obtient l'alliage de base. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Cet alliage, on le pulvérise pour en faire une poudre extra fine, chaque grain ne fait que quelques microns. Ensuite, on presse cette poudre dans un moule. Mais attention, ce n'est pas une simple presse. Et cette citation, elle décrit parfaitement le phénomène. Au moment même où la poudre est compressée, on applique un champ magnétique surpuissant de plusieurs Tesla. Et ce champ va forcer chaque particule microscopique à s'orienter exactement dans la même direction. C'est un alignement au niveau atomique, une organisation parfaite qui prépare tout le potentiel de l'aimant. À ce stade, on a un bloc de métal parfaitement aligné, mais, et c'est ça qui est fou, il n'est pas encore magnétique. Il est inerte. Pour le réveiller, c'est le grand final, un véritable électrochoc. On lui envoie une décharge massive de 3000 volts qui ne dure que quelques millisecondes. Et c'est cette impulsion fulgurante qui active et verrouille sa puissance. Le bloc inerte devient d'un seul coup un super aimant. Ok, on a vu la technique, c'est impressionnant, mais maintenant il faut comprendre pourquoi ce petit objet a une importance géopolitique absolument énorme. Ce qui frappe ici, c'est qu'il n'y a même pas de débat. La Chine ne domine pas seulement ce marché, elle a un quasi-monopole, avec plus de 90% de la capacité mondiale. C'est le résultat de décennies d'une stratégie industrielle et d'une maîtrise des coûts qui ont rendu le reste du monde presque totalement dépendant. Et bien sûr, cette domination a des conséquences très concrètes. Une nouvelle réglementation signifie que l'accès à ces composants, qui sont vitaux pour l'industrie occidentale, est maintenant soumis au bon vouloir de Pékin. Ça pose évidemment de sérieuses questions stratégiques. Seulement voilà, un aimant, même un super aimant, tout seul, eh bien il ne sert pas à grand-chose. Sa force a besoin d'un partenaire pour transformer son potentiel en énergie qu'on peut utiliser. Et c'est là qu'entre en scène notre deuxième protagoniste. Si l'aimant représente la force qui crée le champ magnétique, alors le cuivre, lui, c'est le flux qui transporte le courant. Et leurs histoires sont radicalement différentes. D'un côté, une histoire de précision atomique pour l'aimant, de l'autre, pour le cuivre, une épopée d'échelle industrielle colossale. Allez, c'est parti pour l'exploration de cette deuxième moitié de notre duo, le voyage du cuivre, depuis d'immenses mines à ciel ouvert jusqu'aux fils qui transportent notre électricité. Pour se rendre compte de ce que ça représente, ce ratio est juste dingue, 200 pour 1. Ça veut dire qu'il faut dynamiter, déplacer et traiter 200 tonnes de roches, dont la teneur en cuivre est minuscule, moins de 0,5%, pour n'obtenir au final qu'une seule tonne de cuivre pur. C'est un travail de titan. On le voit bien ici, là où la fabrication des aimants est une affaire de finesse, presque de chirurgie, le cuivre, c'est tout le contraire. C'est une démonstration de force brute et d'ingénierie à une échelle gigantesque. Il faut s'imaginer des broyeurs immenses, des sortes de tambours géants, remplis de boulets d'acier, qui tournent sans arrêt pour réduire des montagnes de roches en une poudre fine. L'unique but de cette étape, c'est de libérer les minuscules particules de cuivre qui sont emprisonnées dans la pierre. Une fois qu'on a concentré cette poudre, on passe à la fonderie, on chauffe le tout à des températures extrêmes, le cuivre qui est plus lourd fond et coule au fond, tandis que toutes les impuretés plus légères remontent à la surface et forment une sorte de lave qu'on appelle la scorie. C'est une véritable purification par le feu. Bon, on a suivi deux chemins qui n'ont à première vue rien à voir. L'un est chirurgical et précis, l'autre est colossal et brutal.
Et pourtant, ces deux parcours convergent vers un seul et même but. Et c'est précisément là que tout prend son sens. On a d'un côté la précision de l'aimant pour créer une force puissante et contrôlée, et de l'autre, la production massive de cuivre pour transporter l'énergie de manière efficace. L'un sans l'autre est inutile. C'est ensemble qu'ils animent notre monde technologique. Pensez-y, chaque moteur de voiture électrique, chaque turbine d'éolienne, chaque bras articulé de robot dans une usine. Absolument tout ça dépend de cette interaction fondamentale. Notre avenir électrifié se construit, littéralement, sur ces deux métaux. Et tout ça, ça nous ramène inévitablement à la grande question. Si l'avenir est électrique, et que l'électricité dépend des moteurs, et que les moteurs les plus performants dépendent des super-aimants, alors est-ce que celui qui contrôle les aimants ne contrôle pas, d'une certaine manière, l'avenir ? Avec 90% de la production, la question n'est plus de savoir si c'est une réalité stratégique, mais plutôt de savoir comment le reste du monde va y répondre.